Yasser Arafat est-il mort de vieillesse ou de maladie, ou bien, comme d'autres révolutionnaires, a-t-il été assassiné, a-t-il été empoisonné? Si oui, pourquoi? À qui profite le crime? Depuis la mort de l'ex-président de l'autorité palestinienne en novembre 2004, la thèse d'un empoisonnement au polonium est régulièrement évoquée sur fond de rapports d'expertise. Deux grands témoins aujourd'hui dans votre 64 minutes. Julien Sallingue, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des questions politiques, chercheur en sciences politiques et spécialiste de la question palestinienne. Vous avez notamment co-dirigé avec Céline Lebrun le livre « Israël, un État d'apartheid, point d'interrogation, enjeux juridiques et politiques ». C'est aux éditions L'Harmattan. Avec nous également en direct de Lausanne en Suisse, le professeur Patrice Mangin. Merci d'être avec nous, professeur Mangin. Vous dirigez le Centre universitaire roman de médecine légale. C'était donc à Lausanne. Vous êtes co-auteur avec l'Institut de radiophysique de la même ville, le fameux rapport qui soutient la thèse d'un empoisonnement d'Yasser Arafat, qui la soutient raisonnablement, empoisonnement au polonium 210. Alors Patrice Mangin, vous avez 30 ans de carrière en médecine légale, vous avez expertisé le cadavre de Yasser Arafat. Quel constat avez-vous dressé? Bien, bonsoir d'abord. Le constat, c'était celui que nous avons donc mentionné, c'est-à-dire que nous ne pouvions pas éliminer formellement l'hypothèse d'un empoisonnement au polonium. Et dans le sens contraire, la démonstration positive de cet empoisonnement n'est pas non plus apportée, mais nous estimons que nos constatations soutiennent quand même raisonnablement cette possibilité. Alors on le précise, Patrice Mangin, à ce jour officiellement, l'ancien président de l'autorité palestinienne est mort naturellement, disons, d'une maladie, très précisément d'une infection générale. Vous, est-ce que vous y croyez ? Alors écoutez, je suis un petit peu étonné de cette conclusion très précise, puisque il se trouve que j'ai eu en main le dossier médical d'hospitalisation du président Arafat lorsqu'il était à l'hôpital Percy militaire de Paris, où là il a été pris en charge par les meilleurs spécialistes de la place de Paris, et aucune explication précise n'a pu être apportée par rapport aux troubles qu'il avait développés et qui l'ont conduit au décès. Donc, en fait, lorsqu'il est décédé, je dirais que la cause exacte du mécanisme qui l'a emporté n'a pas été établie. Alors, restez avec nous, Patrick. Je suis étonné que ouais. Allez-y. Je suis étonné que maintenant, on puisse déterminer de façon très précise la cause du décès, alors qu'à l'époque, tous les moyens avaient été développés, les meilleurs spécialistes consultés, et beaucoup d'interrogations étaient restées en suspens. Et il se trouve qu'en plus, l'hypothèse de l'infection avait été celle qui me semblait l'avoir été plus facilement écartée, parce qu'il n'y avait pas de syndrome infectieux, pas de température, et que toutes les analyses microbiologiques qui ont été répétées s'étaient toutes révélées négatives. Voilà. Alors restez avec nous, donc, Patrice Mangin, on vous retrouve dans quelques instants. Julien Sallingue, je me tourne vers vous. Est-ce que, selon vous, la thèse de l'empoisonnement d'Yasser Arafat semble crédible d'un point de vue politique cette fois? Alors moi je suis pas médecin, donc là-dessus j'ai pas d'avis. C'est vrai que d'un point de vue politique. Mais du point de vue politique, il y a deux raisons qui font que la thèse est relativement crédible. La première, c'est que ça serait pas la première fois que ça se produit dans l'histoire des rapports entre Israël et les Palestiniens. Parce qu'autant le dire tout de suite, s'il y a empoisonnement, il y a de fortes suspicions que ça vienne de l'État d'Israël. Même si Israël a toujours démenti, bien entendu, cette thèse qu'elle qualifie de farfelue. Tout à fait. Mais le problème, c'est qu'Israël a, dans le passé, et dans le passé même très récent, eu une politique d'élimination des dirigeants politiques palestiniens, y compris des dirigeants de l'OLP dans les années 70, dans les années 80 et dans les années 90, et aussi des dirigeants du Hamas au début des années 2000. Donc ça ne serait pas la première fois qu'Israël décide d'éliminer physiquement un dirigeant politique qui le gêne, parce que c'est ça la deuxième, raison qui fait qu'on peut croire éventuellement à cette possibilité-là, c'est qu'il faut voir le contexte politique de la mort de Yasser Arafat. On est en novembre 2004, on est à un moment où depuis 2 ans à peu près, Yasser Arafat est isolé politiquement par l'État d'Israël, qui refuse de le reconnaître comme représentant les Palestiniens, isolé géographiquement. Il est dans son quartier général, assiégé par l'armée israélienne qui l'empêche de circuler. Il est au palais de la Moukata, siège de l'autorité palestinienne à Ramallah, en Cisjordanie. Et pourquoi il est dans cette situation-là? Parce que l'État d'Israël a estimé qu'il fallait se débarrasser politiquement de Yasser Arafat. Mais pourquoi? C'est un interlocuteur, pourtant. Il a participé aux accords d'Oslo en 93. Pourquoi? Ça a été quelqu'un
quelqu'un avec qui Israël a fait le choix de signer les accords d'Oslo en 93-94, dans l'idée, du point de vue israélien, que Yasser Arafat accepterait de renoncer, en réalité, à résister à l'occupation israélienne et se contenter de gérer le petit appareil d'État qu'on lui donnait, l'autorité palestinienne. Sauf qu'il s'est avéré que l'histoire personnelle et, disons, le milieu, la base sur laquelle s'appuyait Yasser Arafat, ne pouvait pas accepter ça. Et donc, Arafat s'est retrouvé, au début des années 2000, avec ce qu'on a appelé la deuxième intifada, à être en réalité dans une position de dire on est prêt à négocier, mais on ne renoncera pas à la résistance. C'est ça qu'Israël n'a pas accepté, et c'est pour ça qu'il y a eu cette politique d'isolement et de recherche d'autres interlocuteurs du côté palestinien. Alors symboliquement, Yasser Arafat incarnait aux yeux du monde entier cette cause palestinienne. Il était décrié, il était adulé, mais en tous les cas, il l'incarnait symboliquement, un peu comme Nelson Mandela incarnait la lutte des Noirs contre l'apartheid. Est-ce que finalement, comme le disent certains Palestiniens, Israël n'aurait pas eu intérêt à faire disparaître le leader, pour faire disparaître justement la cause, pour qu'on en parle moins dans les médias, non? Est-ce que c'est le cas depuis 10 ans? Alors il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, étant donné le personnage qu'était Yasser Arafat, c'était impossible pour l'État d'Israël d'assumer de l'éliminer physiquement. C'est-à-dire les États-Unis avaient formellement dit à Ariel Sharon à l'époque, vous ne le tuez pas. C'est hors de question, parce que ça déclencherait un raz-de-marée, le chaos dans toute la région, vu ce qu'il représentait. Après, l'intérêt, entre guillemets, de se débarrasser d'Arafat pour l'État d'Israël, y compris physiquement, c'est de faire sauter le dernier verrou d'une représentation nationale palestinienne, de quelqu'un, y compris qui transcendait en grande partie les courants politiques, les affrontements idéologiques et qui incarnait la cause nationale. Après la disparition d'Arafat, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout simplement, ça libère des forces qui s'opposaient déjà les unes aux autres, mais qui, comme il n'y a plus celui qui transcende, du coup sont dans un affrontement direct, que ce soit le Hamas et le Fatah dans leur opposition historique, mais aussi au sein même du Fatah, puisque on le constate aujourd'hui, 9 ans plus tard, le Fatah n'a jamais été aussi divisé qu'il l'est, et en réalité, la plupart des conflits internes dans la société palestinienne sont au sein même du Fatah. Allez, on retourne à Lausanne où nous attend Patrice Mangin. Alors Patrice Mangin, vous avez trouvé des doses de polonium 18 à 36 fois supérieures à la normale sur des vêtements, par exemple le kéfier d'Yasser Arafat. Pour nous qui ne connaissons pas du tout la médecine légale domaine, ça paraît très clair, c'est un empoisonnement, non? Pourquoi il y a des doutes encore? Parce que malheureusement, c'est pas aussi clair que ça, et que le polonium peut provenir soit évidemment d'une source artificielle, mais peut être aussi produit naturellement par dégradation du plomb 210, qui lui-même peut provenir d'autres éléments comme le radon, par exemple. Alors justement, c'est précisé. Et puis par ailleurs, je voudrais ajouter que nous avons travaillé dans des conditions extrêmement limites, puisque nous sommes intervenus 8 années après le décès du président Arafat, et que le polonium est un radioélément dont la période est de 138 jours, ce qui veut dire que tous les 138 jours, sa concentration diminue de moitié. Si vous calculez sur 8 années, ça veut dire qu'il y a un facteur de 2 millions qui doit être pris en compte. Donc la concentration a diminué d'un facteur de 2 millions. Vous imaginez que, évidemment, ça ne simplifie pas les analyses. Mais comment peut-on se procurer... D'autre part, Allez-y. Oui. J'allais vous dire, professeur Mangin, nous avons... Oui, je vous en prie. Non, j'allais vous demander, professeur Mangin, comment est-ce que l'on peut se procurer du polonium? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué? Qui peut le faire finalement? Combien ça coûte? Non, alors vous ne trouvez pas du polonium en droguerie ou au supermarché. C'est effectivement une substance qui est produite par un réacteur, donc ça suppose que l'on maîtrise une technologie donc de chimie nucléaire, donc c'est évidemment pas à la portée de tout le monde. Est-ce que ça coûte cher? Non, ça ne coûte pas forcément très cher, puisque l'équipe du professeur Bochu a pu s'en procurer pour vérifier un certain nombre de choses. Mais en tous les cas, ce n'est pas un poison courant. Alors vous évoquez le radon, ce gaz naturel, c'est précisément la thèse évoquée par les experts français. Il y a eu un rebondissement la semaine dernière. Vous n'êtes pas d'accord avec les experts français qui finalement rejettent la thèse de l'empoisonnement? Absolument. Alors c'est assez intéressant de constater que finalement les experts français mesurent les mêmes quantités, mais au fond la divergence porte sur l'interprétation.
Alors, c'est vrai que l'hypothèse du radon, on l'a tout de suite évoquée. Je veux dire, elle nous est venue tout de suite à l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, lorsque nous étions présents à Ramallah pour l'exhumation, avant de procéder à l'exhumation, nous avons nous-mêmes, enfin du moins l'équipe du professeur Bochu, mesuré in situ la concentration en radon dans la tombe du président Arafat. Et nous avons constaté que les valeurs n'étaient pas élevées, étaient même inférieures à celles qu'on avait l'habitude d'observer. Donc, pour cette raison, et parmi d'autres que je ne développerai pas parce que c'est assez complexe sur le plan scientifique, nous avons estimé que nous pouvions écarter l'hypothèse du radon. Alors, Julien Salingue, vous évoquiez la thèse politique israélienne, la piste en tous les cas israélienne, mais j'ai envie de vous dire, dans ce palais de la Moukata, finalement, pour qu'Yasser Arafat soit atteint, il a bien fallu qu'il y ait un Palestinien qui intervienne. Ah oui, mais de nouveau, ça ne serait pas une première. C'est-à-dire que l'État d'Israël, c'est comme toute puissance occupante, c'est toujours appuyé sur un réseau de collaborateurs dans la partie palestinienne, y compris des gens haut placés. Et ça, c'est pas nouveau dans l'histoire du colonialisme d'avoir des réseaux de collaborateurs. Donc si, et je dis bien si, il s'avère qu'effectivement il y aurait eu empoisonnement, c'est absolument pas, de mon point de vue, quelque chose qui irait contre cette thèse de devoir suggérer qu'il y aurait eu des Palestiniens prêts à le faire. Il y a des collaborateurs dans les territoires palestiniens, y compris dans les instances, et il y a des gens côté palestinien qui avaient intérêt, en réalité, eux aussi, à ce qu'Arafat disparaisse. On évoquait justement ce symbole Arafat. Est-ce qu'il y a une personnalité aujourd'hui qui se dégage pour lui succéder à Yasser Arafat ? Absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire personne n'a le profil qu'avait Yasser Arafat, c'est-à-dire d'incarner la lutte palestinienne dans son histoire et dans sa géographie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient de l'exil. Pas même Marwan Barghouti en prison ? Non, Marwan Barghouti, c'est quelqu'un qui incarne une certaine génération politique des territoires palestiniens. Mais pas l'ensemble des Palestiniens, oui. Il est loin d'avoir la force, entre guillemets, du symbole qu'avait Yasser Arafat. Patrice Mangin, que va-t-il se passer maintenant ? Est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'on ne connaîtra finalement peut-être jamais la vérité, ou est-ce qu'il y a une suite maintenant d'un point de vue scientifique à cette affaire ? Écoutez, je pense qu'on a atteint les limites de ce qu'on peut investiguer sur le plan scientifique. C'est pour ça que nous avons été très prudents dans nos conclusions et que nous n'avons pas dit que nous avions apporté la preuve de l'empoisonnement. Nous avons simplement montré que, d'après nous, cette hypothèse pouvait être envisagée. Alors ensuite, est-ce que d'autres investigations non médico-légales peuvent être conduites pour essayer d'approfondir cette hypothèse ? Ça ne m'appartient pas. Mais sur le plan analytique, je ne vois pas très bien où on peut aller plus loin. Merci beaucoup. Je rappelle quand même que nous n'avons pas pu disposer des échantillons qui avaient été prélevés lors de l'hospitalisation du président Arafat à Paris, à Percy, parce que ces échantillons ont été détruits. C'est sûr que c'est un élément de preuve qui aurait été intéressant à investiguer. Merci beaucoup à vous, professeur Mangin, Patrice Mangin, d'avoir témoigné sur TV5 Monde. Merci à vous, Julien Salingue, spécialiste de la question palestinienne, d'avoir témoigné sur TV5 Monde.